Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on prend l'avion. En fait, pendant que je faisais mes recherches, je suis tombée sur une vidéo que je voulais vous faire partager. Retenez votre souffle. Peut-être que certains l'avaient déjà vue, mais moi je ne la connaissais pas. Donc j'ai voulu me renseigner sur la date, le lieu, qu'est-ce qui s'est passé après. Et en fait, tout en cherchant, je me suis rendu compte que cette histoire, c'était un fake, c'était faux. Ces images sont tirées d'un jeu vidéo. Mais en faisant ces recherches-là, je suis tombée sur une autre histoire. L'histoire du vol Air Canada 759, qui se déroule le 7 juillet 2017. Et cette histoire, c'est celle-là que je vais vous raconter. Le vol Canada 759 devait relier Toronto, c'est-à-dire l'aéroport Pearson de Toronto, au Canada, jusqu'à San Francisco, en Californie. C'est une histoire un peu connue, et pourtant, j'en ai encore la chair de poule. D'ailleurs, voilà un petit extrait. Ce qui retient en fait l'attention dans cette petite vidéo, c'est que l'avion Air Canada 759 est en descente, et devant lui, sur la piste, il y a 4 avions. Et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je déniche les rapports du NTSB. Le NTSB s'occupe de tous les transports et ils enquêtent sur tout ce qui est ferroviaire, maritime, aviation et aussi aqueduc et pipeline. C'est une agence américaine indépendante du gouvernement et donc ils peuvent rendre tous les rapports publics. Le NTSB est pris au sérieux au niveau international et parfois ils peuvent aller aider d'autres pays sur des enquêtes sur des accidents graves. En France, l'agence qui s'en rapproche le plus, ça serait le Conseil national de sécurité des transports. Le rapport du NTSB ne fait aucune mention des noms de l'équipage. Et donc, j'ai décidé, pour que ça soit plus facile, d'appeler le capitaine Black et le premier officier Green. Et donc, j'espère que vous êtes prêts à embarquer dans le vol Air Canada 759. Le capitaine Black est un pilote très expérimenté. Il travaille dans la compagnie Air Canada depuis 1988. Il a 56 ans au moment de l'incident. Il est très apprécié par ses collègues et il est décrit comme consciencieux. Il connaît aussi l'aéroport de San Francisco. Il y a voyagé il y a quelques jours. Il a 20 000 heures de vol à son actif, ce qui est énorme en fait pour sa carrière. C'est un pilote qui a voyagé beaucoup. Durant son interrogatoire avec les inspecteurs du NTSB, le capitaine Black dit qu'il vit à Toronto avec sa femme et il a un fils en bas âge. Et dans la nuit du 6 au 7 juillet, lui et sa femme ont été réveillés plusieurs fois par leur fils. Il explique qu'il n'a dormi que 4 à 5 heures cette nuit-là. Il s'est ensuite levé à 7 heures du matin pour commencer à 8h30 à l'aéroport de Toronto. Dans sa planification de la journée, son dernier vol était un Toronto-New York, New York-Toronto, qui le ramenait chez lui vers 20h30. Normalement, après sa journée de travail, le capitaine Black était sur appel, de garde. Et ça n'a pas loupé. À 20h30, quand il atterrit de New York, son chef lui explique qu'il doit repartir vers San Francisco. Le capitaine qui devait effectuer ce vol est malade. Donc le capitaine Black se prépare à effectuer un autre vol. Ce vol-là était prévu pour partir à 21h45 et il sait qu'il va y avoir des délais. Le premier officier Green a 42 ans. Il a à son actif 10 000 heures de vol, ce qui est beaucoup aussi. Il est connu comme quelqu'un de professionnel. Quelques années auparavant, il a essayé de passer l'examen pour être capitaine, mais il a échoué 2 fois, parce qu'il manquait en fait de concentration. Mais il a été gardé quand même par la compagnie Air Canada, parce que en tant que premier officier, il était extrêmement bon. Et lui aussi va témoigner aux enquêteurs du NTSB qu'il n'avait pas assez dormi la nuit d'avant. En 2017, les standards canadiens pour la durée de travail étaient de 19 heures pour les pilotes d'avion. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de travailler 19 heures d'affilée. Et en me renseignant, j'ai appris que le standard canadien pour les pilotes d'avion était le plus élevé. Aux États-Unis et en Europe, c'est beaucoup moins que ça. C'est entre 13 et 15 heures. Le capitaine Black, quand il apprend donc qu'il va atterrir à San Francisco, ça ne l'inquiète pas vraiment. Il connaît bien cet aéroport. Et il sait que quand il va arriver, il va avoir le choix entre 2 pistes. La 28 left, donc 28L pour gauche, et la 28R, right, soit la droite. À côté de la 28R, il y a la taxiway. C'est l'endroit en fait où les avions attendent en file indienne pour décoller.
Ils attendent le feu vert de la tour de contrôle quand l'avion qui est devant eux a décollé ou alors quand un avion va atterrir. À 21h20, le capitaine Black et le premier officier Green sont prêts à faire le débriefing de décollage. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le bulletin météo, ils ont leur plan de vol, le poids de l'avion et aussi le fuel. Ils reçoivent aussi ce qu'on appelle le NOTAM, qui signifie en anglais Notice for Airmen, donc cela voudrait dire la note au pilote. Ce sont en fait toutes les informations relatives à l'aéroport dans lequel on va atterrir ou même décoller. À chaque fois, l'aéroport en question envoie au pilote toutes les informations à savoir. Parce qu'à partir du moment où ils l'ont en main, ces informations doivent être intégrées par les pilotes. Et ce n'est pas 2-3 informations. Les feuillets que vont recevoir ce jour-là le capitaine Black et le premier officier Green, c'est 27 pages qui sont à décoder, à décrypter. Et dedans, ils peuvent trouver des informations pertinentes ou importantes, comme il peut y avoir énormément de renseignements superflus sans intérêt pour les pilotes. Mais cela fait partie de leur tâche de prendre connaissance de toutes ces informations et surtout de s'en rappeler. À la page 8 de ce livre de 27 pages, il est inscrit que la piste d'atterrissage 28L, 28 gauche donc, sera fermée pour cause de maintenance. Le premier officier Green dit qu'il n'a pas lu ce renseignement, il ne l'a pas vu. Le capitaine Black, lui, l'a lu, il s'en rappelle, mais pour lui, ce n'était pas très pertinent. C'est pas lui qui choisit les pistes. Ce qui l'embêtait à ce moment-là, c'est-à-dire avant de décoller, c'est la météo qu'ils allaient avoir pendant le voyage. C'est plus là-dessus qu'il focusait. Il est prévu énormément de turbulences, de vent et d'orage. Le vol Air Canada 759 décolle à 22h45, donc avec 1 heure de retard. Et ce qui craignait depuis le début du vol arrive. Il se retrouve au milieu des orages. Il est minuit 45 heure de Toronto, heure de l'Est, quand ils rentrent dans les orages, et ils en sortiront à 2h56 du matin, à 8 minutes de l'aéroport de San Francisco. Le capitaine Black et le premier officier Green expliqueront au NTSB que dès la fin de l'orage, quand la météo s'est radoucie, les deux se sont sentis envahis d'une grande fatigue. Et c'est le moment où ils devaient se préparer pour atterrir. Vous savez qu'on a tous un rythme circadien, c'est-à-dire des oscillations de fatigue en 24 heures. Et notre corps, entre 2h et 5h du matin, c'est là où il est le plus faible. Souvent, les gens qui travaillent de nuit essayent de se préparer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils aient le moins de choses à faire entre 2h et 5h du matin. Les pilotes, eux, font tous les check-ups qu'ils ont à faire. Ils prennent de l'avance sur cette période-là, de 2h à 5h du matin, pour qu'il leur reste le moins de choses importantes à faire. Mais le capitaine Black et le premier officier Green, eux, se retrouvent à 3h du matin en vue de l'aéroport de San Francisco. Et donc, il faut qu'ils fassent les manœuvres d'atterrissage. Et je rappelle juste qu'à ce moment-là, le capitaine Black, ça fait 19 heures qu'il est réveillé. Il ne s'est pas reposé de toute la journée. Il n'a fait que travailler. Quand il se trouve en vue de la baie de Palo Alto, il se prépare à la descente finale. Il commence à faire le briefing de l'approche. Comme il est tard, ils ne peuvent pas s'aligner directement sur la piste, sinon ça les ferait passer au-dessus des maisons, des habitations. Et à cette heure-ci, il faut éviter tout ce qui est pollution sonore. Donc, ils font un crochet et ne s'alignent pas de suite sur les pistes. Pour cela, ils doivent s'aligner plus à droite de l'aéroport. Durant le débriefing pour la descente, le premier officier, Green, n'a pas allumé l'ILS, Instrument Landing System. L'ILS, ce sont des capteurs, des marqueurs qu'il y a au sol, au bord de la piste. Ils s'associent à l'avion. Et cela permet de confirmer donc au pilote qu'il ne s'écarte pas de la piste et que l'angle de la descente de son avion est correct, même s'il ne l'a pas enclenché, le premier officier. Ce n'est pas grave parce que ce n'est pas une obligation, en fait c'est une recommandation. L'ILS s'utilise d'habitude par temps de brouillard quand on ne voit pas la piste. Mais aussi on peut la mettre en deuxième vérification quand le temps est clair et qu'on atterrit. Après avoir passé le deuxième pont de San Francisco, ils doivent normalement, à ce moment-là, s'aligner sur la piste où ils vont atterrir. Et c'est ce que va faire le capitaine. Il coupe l'autopilote et s'aligne sur la piste qu'il croit être la 28R. Il sort ses trains d'atterrissage et se prépare à la descente. Ils reçoivent aussi un bulletin de la tour de contrôle, ce qui est normal, c'est la TIS.
Et ce bulletin explique donc la météo qu'il y a sur l'aéroport à ce moment précis et aussi un rappel comme quoi la piste 28 left est fermée. Le capitaine Black se rappelle que la piste 28 left est fermée et il s'attend donc à trouver deux pistes et lui, il prendra celle qui est la plus à droite puisque la gauche est fermée. Mais ce que ne sait pas l'équipage, c'est que la piste 28 left a été éteinte complètement, ce qui n'est généralement pas le cas. Eux, ils s'attendent à voir ça. Donc, comme expliquera le capitaine, il cherche deux pistes d'atterrissage et il les trouve. Il s'aligne donc sur la piste la plus à droite, qui en fait doit être la taxiway Charlie. Et donc dans le cockpit, on a un capitaine qui est concentré pour atterrir. Et à côté, le premier officier, lui, il fait tout le check-up pour l'atterrissage. Et sur la demande du capitaine, il se prépare aussi à connaître les consignes, le protocole en fait, pour faire un go-around. Et ça veut dire remettre les gaz. Parce que la tour de contrôle peut à tout moment leur demander donc de repartir, ou même eux, s'ils ont un problème, il faut qu'ils soient prêts en tout temps à repartir. Le premier officier, pour cela, doit prendre une fiche et la lire. Il y a énormément de protocoles dans les avions. Souvent, ils ne connaissent pas tous les protocoles par cœur. Et ces fiches sont faites exprès. Elles sont là pour que les officiers ou les capitaines les relisent et qu'ils n'oublient aucun point. Le capitaine Black expliquera au NTSB qu'il trouvait qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre. Mais sur la gauche, il voit quelques petites lumières. Et il pense que c'est la zone de trafic. Là, en fait, où se parquent les avions. Donc, ça le conforte dans l'idée que devant lui, il a bien la 28 right. À ce moment-là, le capitaine aurait pu savoir en fait que l'ILS n'était pas enclenché parce que quand l'avion est bien aligné sur la bonne piste, l'ILS envoie une sonnerie, une petite alarme pour dire que tout va bien. Cette alarme ne retentira jamais dans le cockpit. Alors que le premier officier a fini de regarder les protocoles pour la remise des gaz, et il relève la tête. Et là, il lui semble voir des lumières. Il en parle avec le capitaine Black. Et le capitaine lui dit, en cas de doute, appelle la tour de contrôle pour savoir en fait s'il y a quelque chose sur la piste. Sur la taxiway, il y a 4 avions. Le premier a déjà commencé à s'engager sur la piste d'atterrissage. En fait, il a tourné. C'est un avion de United Airlines, plein à craquer. C'est un gros Boeing. Il attend en fait que l'avion Air Canada se pose pour, à son tour, lui décoller. Derrière lui, il y a un Airbus de la compagnie Philippine Airlines. Et derrière, 2 Airbus, plein à craquer aussi. À l'intérieur de ces avions, il y a 1000 personnes, 1000 passagers. Mais surtout, ces 4 avions ont le réservoir plein d'essence, plein. Et eux, ce qu'ils voient, c'est un avion qui doit atterrir sur la piste d'à côté, juste à côté d'eux. Donc, sur la demande du capitaine Black, le premier officier Green appelle la tour de contrôle. And Tower, just want to confirm this Air Canada 759. We see some lights on the runway there. Across the runway, can you confirm the clear to land? Le contrôleur aérien prendra 5 secondes pour regarder si sur la piste 28 right, il y a des lumières. Et il n'en voit pas. Air Canada 759 confirms clear to land runway 28 right. There is no one on 28 right, flight view. Le pilote de l'avion United Airlines, qui lui était le prochain à décoller, entend la conversation parce que tout le monde est sur la même fréquence. Il lève la tête et regarde du côté droit de son hublot et se rend compte que Air Canada leur fonce dessus. Le capitaine saisit son micro, puis là il ne s'identifie, mais pas du tout. Et il dit « Le contrôleur aérien, lui, ne comprend pas qui parle. Par contre, le capitaine Black, lui, il a compris. Il comprend qu'il est en train d'atterrir sur la taxiway Charlie. Il remet les gaz. Et pour cela, il doit accélérer en descendant pour avoir assez de vitesse et remonter. Il va donc accélérer en descente sur 6 mètres, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui va le faire passer à 4 mètres et 11 cm de la queue du Philippine Airlines, qui lui d'ailleurs n'a rien dit, mais qui a allumé toutes ses lumières, comme s'il était un sapin de Noël. Il voulait qu'on le voie. Au moment où le capitaine Black accélère avec son avion, la tour de contrôle a compris et lui dit de faire un go-around. Il faut savoir que si le capitaine Black avait accéléré ne serait-ce qu'une seconde de plus pour remonter, c'était une tragédie, une catastrophe.
Le NTSB dira qu'ils sont passés à 1 seconde de la pire catastrophe aérienne qu'il aurait eu de tous les temps. Les avions auraient explosé, ça aurait été des boules de feu à cause de l'essence. Et pour moi, les pilotes d'avion, comme les personnes de la tour de contrôle, ont un sang-froid extraordinaire. Le capitaine Black, alors qu'il vient à peine de remonter, qu'il vient à peine d'éviter un avion de 4 mètres, quand il parle à la tour de contrôle, son ton est calme, posé. Quand les inspecteurs du NTSB vont rendre leur rapport, ils ne vont pas faire porter la faute au capitaine Black ni au premier officier Green. Et franchement, je suis contente de ça. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Ils demanderont par contre au Canada de baisser leur standard d'heures de travail. Parce que c'est beaucoup 19 heures. Et il y a des études qui ont été faites. À partir de 15 heures en fait, où on ne dort pas, où on ne se repose pas, il y a des changements qui s'effectuent dans notre corps. On est en fait comme légèrement ivre. On voit quand même que l'équipage ne se fait pas confiance par rapport à ce qu'il voit. Il voit des lumières, mais il demande l'avis quand même de la tour de contrôle, qui d'ailleurs lui n'est pas capable d'évaluer en fait l'endroit où ils vont atterrir. Et le capitaine Black et le premier officier, en plus d'être fatigués, ils venaient de sortir de 2 heures de perturbation, d'orage dans lesquels ils avaient navigué. Le NTSB dira aussi que dans la tour de contrôle, il faut automatiquement 2 personnes, parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul contrôleur aérien. L'autre était parti en pause. Et aussi, surtout qu'il ne faut jamais éteindre les pistes d'atterrissage quand elles sont en travaux, en maintenance. Et c'est cela, en fait, qui a gêné énormément le capitaine. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que l'avion qui a atterri 6 minutes avant Air Canada s'est trompé aussi. Ils se sont alignés sur la taxiway. C'est l'ILS qui les a remis sur la bonne piste. Mais la plus grosse recommandation que fera le NTSB, c'est le NOTAM. Refaire cette notice pour les pilotes. Sur les 27 feuilles que l'équipage avait reçues, seules 2 informations étaient importantes. Et pourtant, il y avait 27 pages à lire. Il faudrait les revoir et mettre les informations les plus importantes, les plus pertinentes au début. Depuis leur création, le NTSB a créé 4 catégories d'incidents d'avion. La moins grave, c'est quand il y a une incursion sur la piste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose et puis qu'on peut l'enlever, ça n'a causé aucun problème. La C, c'est un incident en fait qui aurait pu se produire si on n'avait pas eu le temps d'y remédier. Mais là, on peut empêcher l'accident sans urgence. La catégorie B, c'est un incident qui aurait pu se produire mais qui a été réglé, géré dans l'urgence. Et c'est ce qui s'est passé à l'aéroport de JFK, il n'y a pas très longtemps, en février 2023. Un avion Delta Airlines s'apprête à décoller avec des passagers sur la piste 4L de l'aéroport JFK de New York. Un avion United Airlines se dirige quant à lui vers la taxiway qui devrait l'amener donc sur la piste 4L. Avant un croisement, la tour de contrôle appelle United Airlines et lui dit de prendre la route Kilo, qui l'amène donc au taxiway. United Airlines lui répond, mais en fait il dit « je croise Kilo ». Ils continuent leur route. L'équipage de cet avion connaît très bien l'aéroport. Et ils savent que quand ils ont le vent dans le dos, ils décollent de la piste 31L. Et pour eux, dans leur tête, ils pensent que c'est de là qu'ils vont décoller. Les deux, le capitaine et le premier officier. Juste avant que le nez de l'avion se retrouve sur la piste de décollage, le contrôleur aérien s'en rend compte et lui dit de tenir sa position, c'est-à-dire de s'arrêter. En même temps, l'autre contrôleur aérien qui s'occupait du Delta Airlines, parce que ce n'était pas le même contrôleur qui s'occupait des 2 avions, lui demande d'annuler son décollage. Le Delta s'arrêtera et tout rentrera dans l'ordre. Et ils ont eu de la chance parce qu'à partir d'une certaine vitesse, l'avion ne peut plus être arrêté. Il doit décoller. Cet incident fait partie de la catégorie B. Et pour la catégorie A, eh bien, c'était l'histoire de l'Air Canada 759. Et il faut savoir que par exemple pour la catégorie A, en 2003, il y avait 23 cas aux États-Unis. En 2022, il y en a eu 11. Pourtant, il y a beaucoup plus d'avions dans le ciel.
Et donc cela montre que l'avion est un des moyens de transport les plus sûrs. Et voilà. Mais ça n'empêche pas que moi j'ai extrêmement peur de l'avion. Et si vous avez aimé ce genre d'histoire, dites-moi-le et je continuerai. J'aime beaucoup en fait toutes les histoires, les énigmes qu'il y a autour des transports. Sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!